Bonjour. On entend tous parler de la révolution digitale, son impact, et un sujet dont on parle en particulier, c'est the future of work. En d'autres termes, l'inquiétude que nous avons de la disparition du travail et au-delà de ça, de création d'une société qui pourrait être largement inéquitable. Et je crois que c'est vrai qu'il y a actuellement un mouvement très important, une rupture forte dans le fonctionnement économique et social de l'écosystème humain dans lequel nous vivons, mais cette rupture est mal comprise. Elle est mal comprise parce que c'est un paradigme totalement nouveau. Un paradigme que je résumerai avec cette phrase extraordinaire de Thomas Friedman qui a dit « The world is flat ». Il l'a dit en 1997 et je crois qu'il a eu cette prescience, cette compréhension que quelque chose était en train d'arriver qui allait changer de façon très fondamentale le monde, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, avec la création de la civilisation dans le croissant mésopotamien, et puis beaucoup plus tard, la création des villes, des armées, et plus tard encore, un moment qui me semble être très similaire à l'instant que nous vivons, avec la Renaissance. Alors, ce fantastique tableau de Holbein résume extrêmement bien cette notion de moment où le temps change, où l'espace change. Qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance? Eh bien, la poudre à canon, découverte en Chine, est arrivée en Europe. On en a fait des fusils, et puis plus tard, on en a fait des canons. Et on a changé la relation à l'espace, et on a fait apparaître les États-nations. Les petits souverains locaux ont disparu, et n'ont même pas vu que la mer montait, que quelque chose d'extrêmement important qui allait structurer les siècles à venir était en train d'arriver. Je pense que nous vivons actuellement une dynamique qui est tout à fait semblable, avec un changement qui est analysé par des économistes comme par exemple Paul Fabre de l'Université de Barcelone, qui nous montre que l'ubiquité du monde, le digital, est en train d'emporter totalement la façon dont on fonctionne. Et donc cette espèce d'instant technologique est de nature à réorganiser profondément nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux, mais aussi nos modèles de gouvernance, et je crois qu'il faut en prendre conscience. Si je devais parler de cet instant canon à l'égard du digital, évidemment, on commencerait par parler de Gordon Moore, celui qui a théorisé cette notion de croissance exponentielle de l'information, décroissance de son coût. Vous voyez ici l'un des premiers ordinateurs à être connecté à TCP/IP, une baisse qui a été extrêmement rapide, et cette décroissance a abouti à plus d'informations, moins de coûts pour accéder à l'information, avec de la capacité de calcul qui allait s'accroître de façon presque infinie. Et vous voyez que dans cet appareil qui est ici, qui est un smartphone d'il y a seulement quelques années, pour vous donner une idée de cette accélération, vous avez à peu près autant de calculs disponibles que la totalité du calcul qui existait sur la surface des États-Unis seulement 30 ans plus tôt. Donc cette croissance démesurée ne semble pas s'arrêter, puisque aujourd'hui, dans les pays émergents, vous trouvez des smartphones à des coûts extrêmement faibles, qui ont des puissances de calcul tout à fait considérables, et devraient nous entraîner, d'ici 2025, dans un monde où il y aura 100 milliards d'objets connectés, à peu près la même proportion de l'humanité qui sera connectée à TCP/IP que celle qui aujourd'hui est connectée au téléphone mobile, et des opportunités en très très grand nombre qui vont apparaître. Ces technologies ne s'arrêtent pas. On pense qu'on a un certain nombre de technologies de rupture qui permettent de faire perdurer la loi de Moore. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait plus réduire le nombre de transistors sur une plaque de silicium, donc on fait des microprocesseurs multicœurs, mais le principe de loi de Moore, c'est-à-dire de baisse de coûts, d'augmentation de la puissance de calcul, de marginalisation des coûts de distribution et de traitement de l'information, reste largement respecté. Et donc cette expansion, contrairement à beaucoup de courbes que l'on peut observer à l'égard de, par exemple, la durée de vie ou le coût de l'énergie, elle est tout à fait exponentielle. 3 phases, celle de la lampe, celle du transistor et celle du microprocesseur. Et c'est ça qui fait qu'on peut parler d'un paradigme qui est rompu par rapport à des lois qui sont plutôt exponentielles dans le monde naturel. Le chantre de cette loi, c'est Robert Metcalfe. Robert Metcalfe qui petit bug de slide, a simplement énoncé
un principe très très simple, c'est que l'efficacité d'un système numérique est égale au carré du nombre de ses participants. Et ça, c'est le network effect. Le network effect qui fait que vous pouvez créer des startups, des opportunités, des systèmes sociaux qui fonctionnent de façon extrêmement différente, de la e-santé, etc., etc. Faut-il encore les imaginer sur des paradigmes qui, encore une fois, sont différents de ceux qui précèdent. Quelque chose qui est une conséquence de ce network effect, c'est qu'auparavant, on avait des cycles d'innovation qui étaient relativement maîtrisés, qui étaient lents, et maintenant, le fait que nous soyons tous globalisés, entre guillemets, tous intégrés, fait que les cycles d'innovation sont en train de s'accélérer de façon extrêmement forte et de façon quasiment irréversible. Autre conséquence, une rupture forte en matière économique. Qui aurait dit, il y a seulement 20 ans, que parmi les entreprises les plus rentables au monde, nombre d'entre elles offriraient leurs services de façon totalement gratuite. Du stockage, de l'intelligence artificielle, de la messagerie, de la géolocalisation, et ainsi de suite, tout cela gratuitement, parce que les coûts de transformation, de traitement de l'information et de distribution de l'information sont devenus absolument marginaux. Qui aurait imaginé que 90% des serveurs dans le monde reposeraient sur un système d'exploitation qui a été inventé par un hippie et qui est conçu et entretenu par une communauté libre, au sens où ce sont de l'open source, des acteurs de l'open source. Je parle évidemment de Linux, mais Linux n'est qu'un des aspects de cet aplatissement du monde. Je pourrais aussi vous parler de cette plateforme qui vient d'être achetée par Microsoft, GitHub, à peu près 20 millions de membres, 40 millions de projets, aux alentours de 5 à 600 milliards de lignes de code, et tout cela est accessible par tout le monde. Si vous avez pris un ascenseur Otis, si vous avez conduit une voiture Ford, si vous avez simplement utilisé votre smartphone, vous avez utilisé des morceaux de code qui viennent de cette plateforme, et tout cela ne sont que de petites facettes de cette rupture extrêmement forte. Mais cette rupture a un côté préoccupant, négatif d'une certaine manière. On pourrait parler de la fin de cette innocence, de ce mouvement hippie qui a promu ces principes de la révolution digitale et de l'apparition d'économies qui sont des économies entre guillemets presque totalitaires, qui sont des économies prédatrices et qui ne s'accommodent que très peu de concurrence. On parle de l'effet winner takes all. Quand on parle des GAFA, il n'y a que quelques GAFA dans le monde. Il y a la même chose en Chine. Ces acteurs ont été capables d'accumuler une valeur absolument extraordinaire, 600 milliards de dollars sur leur compte en banque qui ne sont pas réutilisés. Et tout cela montre une concentration des richesses qui n'a, pour ainsi dire, jamais été observée dans l'époque moderne. Si on en venait à observer et comparer le profit d'entreprises traditionnelles avec des entreprises modernes, j'ai pris ici la holding qui est considérée comme la plus successful qui puisse exister, celle de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, et vous voyez que le profit par employé est incomparablement inférieur à celui que fait trois des grands parangons de la révolution digitale. Et ça doit nous interpeller parce que ce stock ne ruisselle pas. Cette création de valeur ne ruisselle finalement qu'assez peu et pour le moment, elle a tendance à se consolider plus qu'autre chose. Et on pourrait parler, les slides partent un peu en vrille de temps en temps, on pourrait parler de fin du Fordisme. Qu'est-ce que c'est le Fordisme? Le Fordisme, c'est le moment où on va finalement bénéficier pleinement de cette deuxième révolution industrielle qui a été une révolution extrêmement vertueuse, une révolution où finalement, comme on avait des technologies qui étaient sophistiquées, l'électricité, le moteur à explosion, la chimie fine, et ainsi de suite, on avait besoin d'avoir, pour mettre en œuvre cette technologie, des gens qui étaient qualifiés. Et il y avait un deal productif entre le capital et le travail qui consistait à dire « j'ai besoin d'un travail qualifié pour produire des voitures, et donc je vous forme, je participe au financement des systèmes sociaux, et en contrepartie, on accroît la productivité et on a des voitures qui sont de plus en plus sophistiquées. » Le problème, c'est que ce deal est rompu et que c'est tout à fait inquiétant. Alors je voudrais retracer un peu dans le temps ce deal. Ce deal vient donc des années 10 à peu près, et vous allez voir qu'il y a eu jusqu'aux années 70, 75 à peu près,
une adéquation totale entre les gains de productivité et la part distribuée au salaire. On a respecté un deal entre capital et travail jusqu'à à peu près 1974, la première crise pétrolière. Et puis, ce qui va se passer, c'est que les gains de productivité vont, en tout cas jusqu'aux années 2000, continuer à croître aux alentours de 2% par an, un petit peu moins que pendant les années 60, mais croissance relativement forte. Mais vous voyez bien qu'il y a une diffraction dans la distribution. La distribution en salaire, pratiquement n'a pas cru. Elle a cru un petit peu, mais beaucoup, beaucoup moins vite que la croissance des gains de productivité en eux-mêmes. Et il faut avoir à cet égard l'idée qu'il y a 3 instants. Il y a ce que je vous disais à l'instant, la première crise pétrolière, et la diffraction est assez faible. Ce qui va accroître la diffraction, c'est un élément dont on ne parle qu'assez peu, c'est les plateformes financières. Quand, aux alentours à la fin des années 70, on a commencé à synchroniser les marchés financiers avec des plateformes numériques, synchronisation des marchés financiers, on a été capable de faire des effets de levier qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Et le pacte entre les acteurs sociaux et les acteurs du capital a été rompu de façon définitive, en tout cas jusqu'à maintenant. Et puis, troisième facteur, la révolution conservatrice qui a finalement porté cette dérégulation amenée par la technologie. C'est-à-dire que les banquiers, et je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là, ont été voir les régulateurs, Thatcher, Reagan, et leur ont dit, si vous voulez vraiment qu'on enfonce un coin et qu'on effondre l'URSS, il faut nous donner la main, et il faut nous permettre d'avoir des régulations qui permettent de faire en sorte que le capital se déplace librement dans tout le monde entier. Et ils l'ont fait grâce à la technologie. Ils n'auraient pas pu le faire si la technologie n'avait pas été là. Et donc la révolution digitale, son premier effet, c'était il y a 40 ans à peu près. Et cet effet a mis fin au modèle Fordiste de façon forte. Et donc, si je voulais expliquer ça, je dirais que on a évidemment une croissance forte des inégalités qu'on observe absolument partout sur Terre. La France est un des rares pays qui fait exception à ça, par un modèle de redistribution sociale extrêmement fort, mais aux États-Unis, c'est extrêmement inquiétant, par exemple. Donc ce modèle, le modèle s'oppose actuellement au modèle Fordiste. Donc le modèle Fordiste, c'était quoi? C'était des travailleurs qui étaient faiblement qualifiés et qu'on allait tout simplement former. Je suis désolé, c'est des travailleurs qui étaient faiblement qualifiés et qu'on allait former pour qu'ils puissent avoir des meilleures techniques, une meilleure façon de fonctionner. Et donc ils allaient financer le système social, le système éducatif, ils allaient bénéficier de ce système, ils allaient pouvoir travailler plus parce qu'ils seraient moins malades, ils allaient mieux travailler et finalement être beaucoup plus productifs. Et il va y avoir une augmentation des salaires qui, en conséquence, va financer le système social. On prélève sur les salaires le financement du système social qui va lui-même permettre de former encore mieux les travailleurs, d'avoir une meilleure assurance sociale, une meilleure santé, etc., etc. C'est un système expansif, vertueux. Le système digital, c'est un système évidemment différent où ce que l'on a, c'est qu'on a des plateformes. Et ces plateformes n'ont que très peu besoin de travailleurs. Elles ont besoin de travailleurs extrêmement qualifiés. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle des slashers, avec lesquels elles n'ont pas de relation sociale, mais de relation commerciale. Et donc, avec ça, la plateforme va accroître sa productivité, va accroître, à partir du moment où elle a réussi à rejoindre son break-even, ses profits, et elle va être capable, grâce à la virtualisation de l'économie, sa globalisation, d'isoler ses profits dans des paradis fiscaux. Et elle ne va pas financer le système social parce qu'il y a trop peu de travailleurs et les peu de travailleurs qu'il y a sont dans une relation commerciale, souvenez-vous. Et donc, de fait, d'un côté, vous isolez le résultat et de l'autre, vous isolez le bénéfice social de ce genre de choses. En d'autres termes, dans une économie fordiste, vous avez une distribution de la valeur ajoutée entre le profit, les salaires et les taxes, et vous avez évidemment un investissement qui est important, mais qui reste maîtrisable, qui permet notamment de faire apparaître des nouveaux acteurs. Mais dans une économie numérique, vous avez très peu de salaires, des data scientists, des codeurs, vous avez des slashers qui ont une petite part de la valeur ajoutée, et puis vous avez une taxation qui s'est évaporée grâce à la virtualisation de l'économie, ce qu'on appelait le sandwich hollandais, le fait que les profits sont stockés dans des paradis fiscaux. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement
problématique parce que ça n'est plus une économie redistributrice. Quand on veut comprendre cette dynamique, je crois qu'il faut remonter à quelques notions qui sont extrêmement importantes. Pourquoi est-ce que finalement on a un changement de paradigme avec cette économie digitale? Avant tout parce qu'on parle de révolution productive. On dit qu'on produit plus. Mais est-ce que c'est vraiment une révolution productive? Et certains contestent ça. Vous avez dû entendre parler d'acteurs comme Robert Gordon, qui dit « Je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité ». Et ce faisant, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de révolution digitale. Il n'est pas le seul à dire ça, on a d'autres acteurs qui disent ça, mais ils ont raison parce qu'on a une baisse de la productivité qui est extrêmement inquiétante. La productivité, au cours des années 2000, n'a eu cesse de baisser, et au Royaume-Uni, c'est la 3e année de suite où elle est inférieure à 0. C'est-à-dire qu'on détruit la productivité. On retourne vers le Moyen-Âge. Et vous allez voir que c'est important de comprendre ça, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on a un modèle qui mange ses enfants, qui mange, on a des technologies qui ne sont pas capables, a priori, d'accroître la productivité. Et c'est une dynamique essentielle, parce que comme dit la patronne du FMI, Christine Lagarde, les périodes où on a vu des baisses importantes de la productivité sont souvent des périodes de grande instabilité économique et qui ont parfois été à l'origine de guerres. Et donc c'est évidemment le deal, c'est je crois dans le futur parce que je bénéficie des gains de productivité, ils sont redistribués et donc finalement je sais que pour mes enfants ça ira mieux que pour moi. Aujourd'hui, vous savez, en particulier en France, on a un vrai doute sur cette question. Et cette question n'a cessé de tarauder les économistes, de savoir s'il y avait ou pas une révolution productive qui était en cours avec le digital. Vous avez deux protagonistes qui s'affrontent, principalement, Eric Brynjolfsson et Robert Gordon, qui nous disent tout simplement, pour l'un, je ne vois pas du tout de révolution productive, ils moquent la révolution productive en disant c'est pas les réseaux sociaux qui vont accroître la productivité. Et pour l'autre, Eric Brynjolfsson, qui je crois est venu sur cette scène il y a quelques années, il dit au contraire, on a quelque chose qui n'est pas encore exprimé, Metcalfe, la loi de Metcalfe, et vous allez voir, ça va mettre du temps à arriver, et quand ça va arriver, ça va être juste extraordinaire. Et ce débat est assez peu tranché. On parle de... Cette petite télécommande est préoccupante. On parle de comprendre cette dynamique. Et là, je voudrais vous faire très rapidement, en quelques minutes, une synthèse de ce qui probablement est aujourd'hui ce qu'on comprend de cette révolution. Pourquoi cette révolution ne s'exprime pas? Elle ne s'exprime pas, probablement, je dis bien probablement, parce qu'il y a un excès de liquidité. Il y a trop d'argent. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Que les États puissent imprimer de l'argent, qu'on fasse confiance à cet argent, qu'elle soit pour les 7/8e pas au travail, il n'y a qu'un 1/8 de l'économie qui est considérée vraiment productive dans les bilans des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui a des conséquences absolument incroyables que je voudrais vous expliquer en quelques mots. C'est le travail notamment de Daniel Lacalle sur ce sujet qui a vraiment essayé d'expliquer en quoi cet abus de liquidité est extrêmement problématique. Alors, si vous avez trop d'argent, voilà ce qui se passe. Vous avez une banque centrale qui va irriguer l'économie. Mais l'économie et son financement est tellement abondante que vous pouvez financer aussi bien les innovateurs que vous pouvez financer les acteurs traditionnels. Donc vous allez financer les innovateurs, pas de problème, les startups, mais surtout, il n'y a pas de différence de coût pour les acteurs traditionnels. Et donc vous allez continuer à financer des acteurs qui, dans des temps normaux, auraient dû disparaître. Ces acteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont financer leur système éducatif, et puis surtout, ils vont avoir une influence de lobbying énorme sur la régulation, et donc ils vont financer leur écosystème entier. Et ils vont continuer à pouvoir exister. Et donc là où normalement on aurait dû avoir un modèle un peu darwinien, schumpeterien, c'est-à-dire le remplacement de l'économie moderne par l'économie du passé, comme ça a été le cas dans la deuxième révolution industrielle, eh bien, les startups n'arrivent pas à financer leur système éducatif et elles n'arrivent pas à avoir une influence forte sur la régulation pour faire en sorte de faire apparaître le nouveau modèle. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui aujourd'hui semble être assez bien compris. Vous avez des travaux qui ont été faits par un certain nombre d'économistes et qui montrent que vous avez du frottement.
Mais avant d'en venir à là, je voudrais vous parler d'un économiste que j'aime beaucoup, qui n'est malheureusement pas très connu en Europe, qui s'appelle Paul David, et qui s'est intéressé à la deuxième révolution industrielle. Et Paul David, il dit une chose qui est très intéressante. Il dit, quand vous avez l'apparition de nouvelles techniques, vous avez des frottements partout. Vous avez des frottements dans la régulation, dans le système éducatif, et ça met du temps de les voir apparaître, et on a ce qu'on appelle une courbe en J. Vous avez d'abord l'apparition des techniques, mais ces techniques apparaissent comme le moteur explosion. Vous n'avez pas les outils pour les faire fonctionner. Mauvaise régulation, vous n'avez pas de garagiste, vous n'avez pas ce genre de choses, et il va se passer un grand temps avant que vous mettiez en place ces régulations, ce capital humain, pour pouvoir réellement faire booster ça, ces régulateurs, les hommes politiques qui comprennent cette régulation et qui la mettent en œuvre. Et ce temps-là, à l'égard de la deuxième révolution industrielle, il a été de 50 à 60 ans. Le moteur à explosion, il a été inventé en 1849, je crois, et le moment où on a mesuré les gains de productivité dans l'économie, ça a été ce qu'on appelle le Gilded Age, qui s'est exprimé à la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez, il s'est passé 50 ans avant que ça commence à fonctionner. Et c'est très intéressant parce que on a, quelque part, on pourrait se poser la même question. Ce n'est pas une question de rapidité de diffusion des techniques, c'est une question de rapidité de diffusion du système éducatif et de la régulation. Et on pourrait se poser la même question à l'égard du moment où on a inventé TCP/IP, 1976 à peu près, dans sa version primaire, et le moment où on va commencer à exprimer cette révolution et on aura une régulation qui sera appropriée. Donc finalement, quelque part, on a une double économie, une économie qui a des gains de productivité extrêmement importants, l'économie digitale, qui sont mesurés par l'OCDE en particulier comme étant spectaculaires pour l'instant, puis une économie qui détruit de la productivité, une économie traditionnelle, et qui est très inquiétante, parce que si on n'est pas capable d'aider ce shift à se faire, on va avoir des problèmes. Et donc là, vous avez des économistes qui ont théorisé ça, ce sont, comme je vous le disais, l'équipe de l'OCDE principalement, et qui ont démontré ce phénomène qu'ils appellent le phénomène des frontières firmes, c'est-à-dire des firmes qui se jouent de la globalisation, qui jouent avec la globalisation, qui ont des utilisations de techniques très différentes de celles qui précèdent, et ces entreprises sont en train de dominer le monde parce qu'elles profitent d'une régulation qui est imparfaite et qui leur permet de créer des trusts, qui leur permettent réellement d'être des acteurs qui sont totalement dominants, winners take all, comme on le rappelle. Alors, ce phénomène est intéressant parce qu'il s'exprime à différents endroits sur Terre, dans un certain nombre de sociétés, et la question qui reste posée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour créer une société qui soit à la fois performante, qui permette de nourrir 10, 11 milliards de personnes d'ici seulement une poignée d'années, et puis au-delà de ça, qui nous permette de défendre notre modèle social, un modèle qui soit inclusif à cet égard. Alors, j'ai beaucoup étudié ce sujet, et je crois qu'il y a quelques notions qui sont importantes à avoir à l'esprit. La première, c'est le capital humain. Je crois que, contrairement à ce que l'on voit, on n'a pas été capable de massifier le système éducatif. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, en France, on dépense 6% du PIB dans l'éducation. On est exactement sur la moyenne OCDE. Mais croyez-le ou pas, même si les coûts sociaux ont augmenté, les dépenses sociales ont augmenté, à l'échelle des pays OCDE, par rapport aux années 70, on dépense 2 points de PIB en moins. On était aux alentours de 8% dans l'OCDE. Curieusement, aux États-Unis, on était même à 9%. Les États-Unis sont aux alentours de 5,5%. Donc on a, avec la révolution conservatrice, détruit les opportunités de diffuser et de massifier l'éducation dans un moment où c'est particulièrement critique parce qu'on est en train de créer ce qu'on appelle depuis maintenant un certain temps la société de la connaissance. La deuxième chose, c'est d'éviter le digital divide, qui est la conséquence de cette rupture. Si vous prenez les 5 quintiles de la distribution de la richesse aux États-Unis, vous apercevez que le dernier quintile, qui est ici, vous avez un effondrement littéral de ce que se bénéficient ces gens-là par rapport aux années 70. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre aux États-Unis, vous êtes beaucoup plus pauvre que vous l'étiez dans les années 70. Et je prétends que la part technologique de ce phénomène est beaucoup plus importante que ce que des économistes comme Thomas Piketty affirment. Ils n'ont pas travaillé cet aspect-là. Je pense que le driver est très important dans cette dynamique.
Et ce qu'il est important de faire également, c'est de changer les modèles de management. On est dans des modèles qui sont du command and control, qui sont des modèles traditionnels avec des systèmes d'information qui sont extrêmement hétérogènes. Et il faut casser ça pour rentrer sur des organisations d'entreprises qui sont beaucoup plus subsidiaires, entre guillemets, et où la part de la technologie, le cercle en rond qui est autour, est beaucoup plus importante. On a remplacé du command and control par de la technologie. Quand vous allez dans des entreprises digitales, c'est ce que l'on voit, et c'est une des raisons qui justifie la productivité de ces entreprises. L'autre aspect, je crois, c'est important, c'est de prendre acte du fait qu'on est passé d'une économie incrémentale à une économie de rupture. L'innovation, auparavant, elle était incrémentale. On améliorait le moteur à explosion pendant 120 ans, et aujourd'hui, on a de la disruption, on a des innovateurs qui viennent de la sérendipité, et on a besoin d'une utilisation du capital qui est extrêmement différente. Et donc, il faut aider les économies à prendre acte de ça et à permettre aux fonds de capital risque d'être des moteurs qui remplacent finalement ce qu'ont fait les banques en finançant en bas de bilan. Maintenant, on finance en haut de bilan. Et puis, il faut être capable de créer des effets de cluster. Ça, c'est très intéressant. Vous avez vu la carte que je vous ai montée tout à l'heure. Ce qui apparaît, c'est que ceux qui réussissent dans le digital sont ceux qui sont capables de créer dans un espace restreint. Moi, ce que je dis, c'est à peu près 20 minutes de déplacement à vélo à partir du centre, que ce soit Shanghai, Pékin, Haïfa, Herzliya, Tel Aviv, Londres, New York, San Francisco. Vous avez ces effets de cluster qui sont extrêmement importants parce que vous devez être capable de mettre 10 000 experts de bonne qualité dans un environnement limité pour qu'ils puissent jouer de la sérendipité, entre guillemets. Ce phénomène est un phénomène mal documenté et je crois tout à fait essentiel. Et puis, il faut de la régulation. Ce qui est très intéressant, c'est que ces mondes-là sont des mondes où les États vont moins intervenir, ils vont être substitués par notamment des plateformes. Et donc l'enjeu, c'est de continuer à maintenir des principes de service public dans des logiques où des acteurs de rupture vont apparaître et vont être extrêmement puissants. Je crois que l'inquiétude, ce n'est pas de savoir si ce sont des plateformes privées, mais c'est de s'assurer qu'on est toujours capable de démanteler ces plateformes le cas échéant. C'est plus comme ça qu'à mon avis qu'il faut le voir. Lutter contre la mer qui monte est extrêmement compliqué. Être capable de concevoir des principes de régulation et notamment d'inclusion sociale qui sont extrêmement forts, c'est à peu près fondamental. Et je pense qu'il faudra un jour affronter ce principe qui est celui de dire nous allons lutter contre l'accumulation de primaire du capital qui est extrêmement problématique. Ce que l'on voit, c'est que, je crois que ce chiffre est tout à fait incroyable, 0,1% des Américains ont bénéficié de 80% de la croissance, 1% des Américains ont bénéficié de 96% de la croissance aux États-Unis au cours des 2 dernières années. Et c'est un modèle économique qui est appelé à être très largement dominant parce qu'il est à la fois technologique et à la fois globalisé de façon forte. Donc il faut avoir des États qui sont plus principiels, et à cet égard, je pense que ceux qui pensent que l'échelle européenne n'est pas la bonne se trompent, parce que pour pouvoir peser, il faut être important, et il y a manifestement 3 grandes zones qui sont en train d'apparaître dans le monde, États-Unis, Chine, Europe, et l'Europe doit être capable de faire apparaître un modèle différent, un modèle qui soit inclusif plutôt qu'un modèle qui soit exclusif, qui est quand même la caractéristique dominante de ce que l'on observe aux États-Unis, et même si je n'ai pas les statistiques, vraisemblablement également en Chine. Ça, c'est notre futur possible, et je crois que je finirai en vous disant que c'est le moment, parce qu'on est au cœur d'une révolution technologique, de laisser de la place à l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est autre chose. Parce que nous sommes à un moment où on peut repenser le monde. On est à un moment où on peut décider de créer des systèmes sociaux, des systèmes économiques qui vont bénéficier de ces gains de productivité et qu'on va être capable de redistribuer. C'est-à-dire que quand vous lisez les journaux, vous dites tout le temps « Ouh là là, mais il y a des contraintes partout, on n'arrive pas à trouver quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros pour mettre en œuvre telle politique publique, etc. » Non, il nous faut comprendre ces dynamiques. Il faut comprendre que vous avez sur Terre de l'argent qui dort en quantité absolument extraordinairement forte. Il faut être capable de dire aux GAFA, par exemple, écoutez, vous créez chez nous
de grandes distorsions sociales, et vous allez les financer. Vous allez financer l'éducation, vous allez financer le système social de demain, et je pense que c'est la seule chose qui nous permettra de rétablir une société harmonieuse, et une société qui pourra être à la fois, je dirais, bénéficiaire pour les innovateurs, qui permettra d'avoir du capital risque, et en même temps, une société sociale qui permettra de faciliter la redistribution. Je rappelle que je ne suis pas prof d'économie à Nanterre, mais je suis un entrepreneur, et donc je n'ai pas forcément un passé marxiste et une culture du même type également. Mais je crois qu'il faut savoir sortir des paradigmes évidents et manichéens, il faut être capable de faire émerger un nouveau modèle. Et je pense qu'au travers de l'économie circulaire, au travers de la révolution environnementale, au travers de tous ces enjeux de qualification, nous avons des clés qui nous permettent de voir quelle direction il faut prendre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.